Novembre 1996. Dans une maison calme de Floride, un couple s'apprête à passer une nuit comme les autres. Rien ne semble inhabituel. Aucun signe ne laisse penser que quelques heures plus tard, cette maison deviendra le théâtre d'un crime si étrange qu'il fera le tour du monde. Lorsque les enquêteurs arriveront sur les lieux, ils découvriront 2 victimes brutalement assassinées. Mais ce n'est pas seulement la violence du crime qui va attirer l'attention. C'est l'identité des suspects, des adolescents. Des adolescents qui affirment être des vampires. Leur chef prétend avoir plus de 500 ans. Il dit ne pas être humain. Il se fait appeler Vesago. Et il dirige ce que les médias vont bientôt surnommer le clan des vampires. Pendant des semaines, les chaînes de télévision américaines vont parler d'une secte satanique. Les journaux vont multiplier les unes alarmistes. Des parents partout dans le pays vont commencer à s'inquiéter des jeux de rôle, de la culte gothique et de tout ce qui touche au vampirisme. Mais derrière les gros titres sensationnels se cache une histoire beaucoup plus complexe. Une histoire de solitude, de manipulation, de jeunes en rupture et d'un adolescent qui a fini par croire à son propre personnage. Ce soir, nous allons remonter le fil de cette affaire depuis le tout début, avant les meurtres, avant les arrestations, avant que le monde entier ne découvre le nom de Rod Ferrell. Nous allons comprendre comment un groupe d'adolescents fascinés par les vampires est devenu l'un des faits divers les plus célèbres des années 1990. Voici l'histoire du Vampire Clan. Mes chers amis, pour comprendre cette affaire, il faut revenir dans le contexte de l'époque. Nous sommes au milieu des années 1990. Internet existe déjà, mais il est encore loin d'occuper la place qu'il a aujourd'hui. Les réseaux sociaux n'existent pas. Quelle belle époque, mes chers amis. Pas de TikTok, pas d'Instagram, pas de YouTube. Lorsqu'un adolescent se sent différent ou marginalisé, il ne peut pas simplement rejoindre une communauté en ligne. Il doit la trouver dans le monde réel. Et pour beaucoup de jeunes qui ne se reconnaissent pas dans les groupes populaires du lycée, certaines sous-cultures deviennent des refuges. Le mouvement gothique connaît alors un succès important. Les vêtements noirs, le maquillage sombre, les groupes de rock alternatifs, les romans fantastiques, les histoires de vampires. Tout cela attire des milliers de jeunes. Pour la majorité d'entre eux, il ne s'agit que d'esthétique, d'une passion, d'une manière d'exprimer leur personnalité. Mais parfois, certains franchissent une frontière, la frontière entre le jeu et la réalité. Et c'est exactement ce qui va se produire dans cette affaire. Bien avant de devenir célèbre dans tout le pays, Rod Ferrell n'est qu'un adolescent du Kentucky. Il naît en mars 1980. Son enfance est loin d'être idéale. Plusieurs personnes qui l'ont connu décriront plus tard un jeune garçon intelligent, mais profondément perturbé. Très tôt, il développe une fascination pour les univers fantastiques. Les monstres, les créatures surnaturelles, les récits d'horreur, les vampires. Alors que d'autres adolescents rêvent de devenir sportifs ou musiciens, Rod s'intéresse à quelque chose de beaucoup plus sombre. Les récits de Dracula, les légendes anciennes, les histoires d'immortalité. Et peu à peu, cette fascination commence à prendre une place de plus en plus importante dans sa vie. Au début, rien d'anormal. Des millions de jeunes lisent des romans fantastiques. Mais chez Rod, l'intérêt devient une obsession. Il ne se contente plus d'aimer les histoires de vampires. Il commence à vouloir leur ressembler, puis à vouloir être l'un d'entre eux. Les années collège et lycée sont compliquées. Rod peine à s'intégrer. Plusieurs témoignages évoquent un jeune homme solitaire, quelqu'un qui ne trouve pas réellement sa place. Et c'est souvent dans ce type de situation qu'apparaît un besoin très puissant. Le besoin d'appartenir à quelque chose. Le besoin d'exister aux yeux des autres. Le besoin d'être spécial. Lorsque vous êtes un adolescent isolé, devenir une personne ordinaire peut sembler insupportable. Mais devenir quelqu'un d'unique, quelqu'un de mystérieux, quelqu'un que les autres admirent, voilà une perspective beaucoup plus séduisante. Petit à petit, Rod commence à construire un personnage qui va finir par prendre le dessus sur sa véritable identité.
Vers le milieu des années 1990, Rod ne se présente plus simplement comme Rod. Il adopte une nouvelle identité, Vesago. Selon ses propres récits, il ne serait pas un humain ordinaire. Il serait un vampire, un véritable vampire. Pas au sens symbolique, pas dans le cadre d'un jeu, non. Il affirme réellement être une créature immortelle. Selon certaines personnes qui l'ont fréquenté, il raconte avoir plusieurs siècles d'existence. Parfois 500 ans, parfois davantage. Les histoires changent, mais le message reste toujours le même. Rod veut être perçu comme quelqu'un d'exceptionnel. Et le plus surprenant, c'est que certains adolescents commencent à le croire. Ou du moins à vouloir y croire. Parce que croire à Vesago rend leur propre existence plus excitante, plus mystérieuse, plus importante. Au fil des mois, Rod attire autour de lui un petit groupe de jeunes. Ils sont différents les uns des autres, mais ils partagent plusieurs points communs. La solitude, le mal-être, le sentiment de ne pas être compris. Et surtout, une fascination pour l'univers gothique et vampirique. Rod devient rapidement le centre du groupe. Il parle avec assurance. Il raconte des histoires incroyables. Il semble posséder une confiance que beaucoup lui envient. Lorsqu'il entre dans une pièce, les regards se tournent vers lui. Il comprend très vite le pouvoir que cela lui procure. Et il va l'utiliser. Peu à peu, le groupe prend une forme beaucoup plus structurée. Ce n'est plus simplement une bande d'amis, c'est un clan, du moins dans leur esprit. Les membres adoptent des pseudonymes. Ils développent leurs propres règles, leur propre hiérarchie, leur propre univers. Et ils passent de longues nuits ensemble, discutent de vampires, de magie, de pouvoirs surnaturels. Pour des observateurs extérieurs, cela ressemble souvent à un simple jeu de rôle poussé à l'extrême. Mais à l'intérieur du groupe, les frontières deviennent floues, très floues. Et c'est précisément ce qui rend la situation dangereuse. Avec le recul, plusieurs signes auraient dû inquiéter. Certains membres du groupe parlent de boire du sang. D'autres évoquent des rituels, des serments, des comportements de plus en plus extrêmes. Mais à l'époque, peu de personnes mesurent réellement le danger. Après tout, il s'agit d'adolescents. Et les adolescents ont toujours eu tendance à expérimenter, à provoquer, à repousser les limites. Personne n'imagine encore jusqu'où les choses vont aller. Personne ne pense que quelques mois plus tard, 2 personnes seront mortes. Parmi les personnes qui gravitent autour du groupe, se trouve une jeune adolescente vivant en Floride. Heather Wendorf. Elle ignore encore qu'elle va jouer un rôle central dans cette affaire. Comme plusieurs autres membres du clan, elle est attirée par cet univers mystérieux. Elle se rapproche du groupe, échange avec ses membres, développe des liens. Et progressivement, elle commence à considérer le Vampire Clan comme une véritable famille. Une famille qui semble parfois plus proche d'elle que sa propre famille. C'est une situation que l'on retrouve souvent dans les affaires impliquant des groupes fermés. Lorsqu'un individu se sent incompris, il cherche ailleurs le sentiment d'appartenance qui lui manque. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire, sans que personne ne réalise encore les conséquences qui approchent. Heather vit à Eustis, une petite ville tranquille où rien ne semble annoncer le drame qui approche. Comme beaucoup d'adolescents, elle traverse des difficultés familiales. Elle se dispute régulièrement avec ses parents. Elle se sent incomprise. Et plus les tensions augmentent à la maison, plus elle se rapproche du Vampire Clan. Très vite, Rod Ferrell devient une figure importante dans sa vie. Il lui offre quelque chose que beaucoup de jeunes recherchent, un sentiment d'appartenance, une impression d'être comprise, une nouvelle famille. Mais derrière cette image rassurante se cache une influence de plus en plus inquiétante. Au fil des semaines, Heather évoque de plus en plus ses problèmes familiaux auprès du groupe. Les discussions tournent toujours autour du même sujet. Ses parents, Richard Wendorf et Russ Quinn. Peu à peu, une idée dangereuse commence à émerger. Dans l'esprit de certains membres du clan, les parents ne sont plus vus comme des êtres humains avec leurs qualités et leurs défauts.
Ils deviennent un obstacle. L'obstacle qui empêche Heather de rejoindre définitivement le groupe. Et lorsqu'une personne est perçue uniquement comme un obstacle, les conséquences peuvent être dramatiques. À l'automne 1996, plusieurs membres du clan quittent le Kentucky, direction la Floride. Le voyage dure plusieurs heures. Pendant la route, personne ne fait demi-tour. Personne ne prévient les autorités. Et vous l'avez bien compris, mes chers amis, personne n'essaie d'arrêter ce qui est en train de se préparer. Le groupe est désormais engagé dans un plan qui va bientôt basculer dans la violence. Pour les habitants d'Eustis, tout semble pourtant normal. Les rues sont calmes, les familles vivent leur quotidien, et personne n'imagine que des adolescents sont en route avec l'intention de tuer. Le 25 novembre 1996, peu avant minuit, la maison des Wendorf est plongée dans le silence. À l'intérieur, Richard Wendorf et Russ Quinn dorment. À l'extérieur, Rod Ferrell et un autre membre du groupe s'approchent. Quelques instants plus tard, ils pénètrent dans la résidence. L'attaque est extrêmement violente. Richard Wendorf est frappé à plusieurs reprises à la tête avec une barre métallique. Les blessures sont catastrophiques. Il meurt sur place. Puis Russ Quinn est à son tour attaquée. Elle reçoit elle aussi de nombreux coups à la tête. Malgré toute tentative de résistance, elle succombe à ses blessures. En quelques minutes seulement, 2 personnes ont perdu la vie. 2 parents. 2 victimes qui n'avaient aucune idée du danger qui approchait. Pour le Vampire Clan, il n'y a désormais plus de retour en arrière possible. Après le double homicide, le groupe prend immédiatement la fuite. Les adolescents quittent la Floride et traversent plusieurs États américains. Pendant quelques jours, ils parviennent à éviter les autorités. Mais l'enquête avance rapidement. Les policiers découvrent que Heather a disparu. Ils établissent des liens avec Rod Ferrell et les autres membres du groupe. Les témoignages s'accumulent. Et très vite, une immense chasse à l'homme est lancée. Quelques jours seulement après les meurtres, la cavale prend fin. Les membres du groupe sont retrouvés en Louisiane. Les arrestations se déroulent sans affrontement majeur. Pour les enquêteurs, une chose saute immédiatement aux yeux. L'âge des suspects. Les personnes responsables de ce crime ne sont pas des criminels expérimentés. Ce sont essentiellement des adolescents. Des adolescents qui ont laissé un fantasme prendre le contrôle de leur réalité. Très rapidement, l'histoire fait la une des journaux. Les médias adorent cette affaire. Un clan de vampires, des adolescents, un double meurtre, une cavale à travers les États-Unis. Le récit semble tout droit sorti d'un film d'horreur. Certaines chaînes de télévision vont même présenter l'affaire comme la preuve de l'existence de cultes sataniques ou de groupes occultes dangereux. Mais lorsque les enquêteurs examinent les faits, ils arrivent à une conclusion différente. Ils ne découvrent pas une organisation criminelle sophistiquée. Ils découvrent surtout un groupe de jeunes influençables dirigé par une personnalité dominante. En 1998, Rod Ferrell comparaît devant la justice. Les preuves sont accablantes. Il finit par plaider coupable. Au moment du verdict, le pays entier observe l'affaire. La justice le condamne à mort. Cette décision marque les esprits. À seulement 18 ans, il devient l'un des plus jeunes détenus du couloir de la mort américain. Mais l'histoire judiciaire ne s'arrête pas là. Des années plus tard, plusieurs décisions de justice concernant les mineurs conduisent à la révision de nombreuses condamnations. La peine de mort de Rod Ferrell est finalement commuée en réclusion criminelle à perpétuité. Aujourd'hui encore, en 2026, il est incarcéré. Pendant longtemps, cette affaire a été résumée à une simple expression, le clan des vampires. Mais derrière ce surnom spectaculaire se cache une réalité beaucoup plus tragique. Il n'y avait pas de créatures immortelles. Mes chers amis, il n'y avait pas de pouvoir surnaturel, pas de véritable empire vampirique. Seulement un groupe d'adolescents fragiles, un leader charismatique,
Des fantasmes poussés à l'extrême. Et 2 victimes innocentes. Et les 2 victimes étaient les parents de Heather. Ils s'appelaient Richard Wendorf et Russ Quinn. Près de 30 ans après les faits, l'affaire Rod Ferrell reste l'un des dossiers criminels les plus étranges de l'histoire américaine. Pas seulement parce qu'elle parle de vampires, mais parce qu'elle montre jusqu'où peuvent mener la manipulation, l'isolement et la perte totale de contact avec la réalité. Et voilà mes chers amis, on arrive à la fin de cette affaire de Rod Ferrell et du Vampire Clan. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines affaires True Crime. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire criminelle sur Dead Signal Enquête FR.